Alors, nous allons aujourd'hui entamer le cours sur les rayonnements X. Et on va commencer par les généralités sur les rayonnements d'une manière globale. Alors, les rayonnements, donc, ils ont un double aspect qui est à la fois ondulatoire et corpusculaire. C'est-à-dire que les rayonnements sont constitués par des ondes qui se propagent dans l'espace et on considère aussi qu'ils sont constitués par des corpuscules, c'est-à-dire des particules. Alors, l'aspect ondulatoire, donc, on revient à l'aspect ondulatoire, donc, on dit que les rayonnements électromagnétiques sont constitués par des ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière. C'est le cas des rayons X, si vous voulez, des rayons infrarouges, UV, etc. Or, puisqu'il s'agit d'ondes électromagnétiques, donc chaque onde a une fréquence nue et une longueur d'onde lambda qui sont reliées par la fameuse relation lambda égale c sur nu, où c c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Or, l'énergie, dans le cas d'une onde, l'énergie est quantifiée aussi sous forme de photons. Donc, si vous voulez, c'est des paquets d'énergie qui se propagent. Et l'énergie d'un photon est égale à h fois nu, où h est la constante de Planck, dont la valeur est devant vous, en joules par seconde, en joules seconde, pardon. Et h nu, c'est la fréquence de l'onde. L'aspect corpusculaire maintenant, on le rencontre dans les électrons et les neutrons. Donc le rayonnement est formé par des particules, donc des corpuscules, qui se propagent à une vitesse v. Donc là, nous avons considéré que les ondes, c'est des particules, donc ils ont un aspect particulier. Les particules sont les paquets d'énergie, donc c'est les photons. Et c'est des ondes, donc l'aspect ondulatoire. Pour les rayonnements formés par les électrons et les neutrons, qui sont des particules matérielles, donc on va considérer cet aspect corpusculaire, et ils ont aussi un aspect ondulatoire. Donc, avant de parler de l'aspect ondulatoire, donc on dit que un photon, un électron pardon, ou un neutron, lorsqu'il se propage, lorsqu'il circule, si vous voulez, donc il a une énergie cinétique qui est égale à 1 demi de mv2, v étant la vitesse à laquelle se propage l'électron ou le neutron, si vous voulez. Donc, et petit m, c'est sa masse. Alors maintenant, l'aspect ondulatoire, donc des particules matérielles qui se propagent à une certaine vitesse v. Donc, de Broglie a posé son postulat en 1924 pour associer à toute particule matérielle en mouvement une longueur d'onde. Donc, il a dit que la longueur d'onde de cette particule est égale à h sur mv. H étant la constante de Planck et mv, c'est la quantité de mouvement de la particule en mouvement. Alors, maintenant, on va parler de l'intensité des rayonnements, donc quel que soit son aspect, si vous voulez, quel que soit le rayonnement. Donc, vous avez le rayonnement émis à partir d'une source ponctuelle. Son intensité, c'est l'énergie qui traverse l'unité de l'angle solide par unité de temps. Donc, son unité, c'est le watt, qui est l'énergie par unité de temps. Et on ajoute par stéradian pour dire que c'est l'intensité, c'est l'énergie qui traverse l'unité d'angle solide, qui est le stéradian. Maintenant, on va revenir au rayonnement électromagnétique. Donc, leur énergie est égale à h nu, égale hc sur lambda. Si on exprime lambda en mètres, donc l'énergie, ou plutôt la longueur d'onde, est donnée par la relation hc sur E en joules. Ou bien, si on veut travailler avec E en électronvolts, donc il faut diviser E en joules par 1,6 10-19, c'est-à-dire il faut multiplier en haut dans le terme à droite hc par 1,6 10-19 et exprimer E en électronvolts.
Alors maintenant, si vous remplacez les constantes HC par leur valeur, donc vous trouvez que lambda en angstrom maintenant, hein, donc il faut transformer les mètres en angstrom aussi. Donc lambda en angstrom, c'est égal à 12400 sur E en électronvolts. Donc c'est une relation qui va vous permettre de calculer lambda en fonction de E en électronvolts. Alors si le lambda est compris entre 0,2 et 2 angstroms, donc l'énergie correspondante à chaque longueur d'onde est comprise entre 60 et 6 électronvolts. Et là, on voit que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, comme c'est clair dans la relation de lambda. Le rayonnement électronique, maintenant, donc vous avez lambda qui est égal à H sur mv0v, c'est-à-dire la quantité de mouvement de la particule, c'est égal à H sur racine de m0ec. Donc de m0ec, c'est m0 carré v carré. Donc c'est la quantité de mouvement au carré. Et puisque dans l'expression de la longueur d'onde h sur la quantité de mouvement, donc on prend la racine de 2m0ec pour trouver uniquement la quantité de mouvement, et non la quantité de mouvement au carré. Donc ceci, en remplaçant toutes les constantes par leur valeur et en exprimant l'énergie cinétique en électronvolts, donc on trouve que lambda en angstrom est égal à 12,264 sur racine de EC en électronvolts. Alors pour les énergies supérieures à 100 kV, là on doit passer à la masse relativiste, donc et exprimer au lieu de mettre m0, il faut la remplacer par m égale m0 sur racine de 1 moins v2 sur c2, qui est l'expression relativiste de la masse en mouvement, de la masse de l'électron ou bien de la particule en mouvement. Or, les rayonnements neutroniques, leur énergie c'est 1,5 de mnv2, la formule classique, et une autre formule c'est 3,5 de kT, où K c'est la constante de Boltzmann, et T la température en Kelvin. Donc Mn en électrons et K, leurs valeurs sont devant vous. Or, lambda en angstrom exprimé pour les rayonnements neutroniques, donc c'est H sur Mnv qui est égal donc à H sur 3mn kT, et en remplaçant là aussi les constantes par leur valeur, on trouve que lambda en angstrom c'est 0,286 sur racine de EC en électronvolts, ou bien 25,16 sur racine de T en Kelvin. Les domaines des rayons X s'étalent, donc le domaine s'étale entre 0,1 angstrom et 100 angstrom. Mais nous, on utilise en cristallographie le domaine 0,1 angstrom à 2,5 angstrom. C'est le domaine des rayons X durs, c'est-à-dire qui portent une très grande énergie, et ils sont très nocifs pour le corps humain. Donc il faut faire attention à ces rayons-là. Donc il faut se protéger de ces rayons-là. Alors, les rayons X peuvent être obtenus de deux manières. La première, c'est par accélération ou décélération des particules chargées soumises à des conditions relativistes, c'est-à-dire des particules qui sont accélérées à très grande vitesse. C'est les rayonnements par synchrotron. Donc des particules chargées comme les électrons ou les positrons sont accélérées par une forte accélération centripète jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière, donc leur vitesse v est proche de c. À ce moment-là, donc, ils vont produire des rayons X, donc, et les rayons X sont produits tangentiellement au chemin de parcours des électrons ou des positrons. Donc sur la tangente, on trouve des rayons X dont l'énergie s'étale sur une très large gamme, donc la longueur d'onde suit l'énergie bien sûr, donc vous allez avoir plusieurs longueurs d'onde dont le rayonnement est mis tangentiellement au chemin des électrons ou des positrons.
la deuxième méthode de production des rayons X, c'est celle qu'on utilise dans les laboratoires, par exemple, dans les diffractomètres. Donc, c'est les rayons X produits par un tube à rayons X, dont on va parler tout à l'heure. Et si vous voulez, comment on obtient ces rayons X? On les obtient en faisant une transition électronique entre un niveau supérieur et le niveau K des atomes concernés. Alors, avant de parler des transitions électroniques, on va faire des petits rappels sur les orbitales atomiques, sur les états énergétiques. Donc, les orbitales atomiques sont caractérisées par leur nombre quantique principal petit n. Les sous-couches, donc les orbitales atomiques, si vous voulez, c'est les couches. Les sous-couches des orbitales atomiques sont caractérisées par le nombre quantique L, le nombre quantique secondaire ou azimutal. Et le nombre J, qui est égal à L plus ou moins demi, va nous permettre donc de déterminer le nombre d'états énergétiques d'une sous-couche. Ce nombre, c'est égal à 2J plus 1. Un état énergétique est caractérisé donc par trois nombres quantiques N, L et J, et chaque état énergétique peut recevoir un électron. Donc dans chaque couche, on détermine le nombre d'états énergétiques et on peut connaître maintenant, après si vous voulez, combien d'électrons on peut mettre dans cette couche. Alors, voici le tableau qui nous résume tout ce qu'on vient de dire. Donc vous avez les couches, le nombre quantique principal, les sous-couches, le nombre quantique azimutal L, les nombres J, le nombre d'états 2J plus 1 et le niveau d'énergie et l'énergie. Alors, je prends la première couche atomique, la couche K, donc N égale 1, donc L qui varie entre 0 et N moins 1, donc là il va varier entre 0 et 0, donc c'est-à-dire qu'il va prendre une seule valeur, c'est 0, donc ça correspond à la sous-couche S, et le nombre quantique c'est J égale L plus ou moins 1,5, c'est-à-dire 0 plus ou moins 1,5. Donc on va trouver deux valeurs, moins 1,5 et 1,5. La valeur moins 1,5, on l'écarte toujours. Hein. J'ai dû passer tout à l'heure avant, c'est-à-dire j'ai dû passer sur cette remarque. Donc le J ne peut pas prendre la valeur moins 1,5. Si vous trouvez une valeur moins 1,5, vous l'éliminez parce qu'elle va vous donner lieu à 0 état énergétique, si vous voulez. Donc c'est une valeur qui est interdite, si vous voulez, par les règles de la théorie quantique. Donc, J égale L plus ou moins 1,5. Là, on va trouver une seule valeur, c'est 1,5. Donc, le nombre d'états, c'est 2J plus 1, donc 2 fois 1,5 plus 1, ça fait 2. Donc, on aura deux états énergétiques pour la couche K. Chaque état peut recevoir un électron. Donc, dans la couche K, on ne peut pas mettre plus de 2 électrons sur la sous-couche S. Et le niveau d'énergie, donc on l'appelle K. L'énergie, on l'appelle WK. Alors, si on passe maintenant à la couche L, donc là, le N vaut 2 et on va voir deux types de sous-couches. Les sous-couches S et les sous-couches P. Les sous-couches S, comme tout à l'heure, vont donner lieu donc à deux états énergétiques. Donc ça correspond au niveau d'énergie L1 et l'énergie WL1. Et la sous-couche P va donner lieu à 6 états énergétiques. 2 pour la valeur de J égale 1,5 et 4 pour la valeur de J égale 3,5. Donc ce qui fait au total, on a 6 états énergétiques. Donc on peut mettre dessus 6 électrons. Donc 6 électrons plus le 2 sur la sous-couche S. Donc on va voir pour le niveau L, 8 électrons au maximum. Alors les niveaux d'énergie, c'est le L2, L3. Donc les énergies WL2, WL3. Alors la couche M, donc N égale 3, les sous-couches SPDF, les L0, 1, 2, et on retrouve donc au total
18 électrons pour cette couche M. Pour la couche N, donc on va voir 4 sous-couches, la S, la P, la D et la F, avec les L correspondants, et donc on va trouver le nombre d'états d'énergie qui était à chaque fois égal à 2J plus 1, donc vous trouvez au total 32 électrons pour cette couche N. C'est-à-dire il y a 32 états énergétiques, donc on peut mettre 32 électrons. Voici donc les niveaux d'énergie schématisés, si vous voulez, d'une manière arbitraire un petit peu, parce que là, on ne peut pas respecter les niveaux d'énergie, donc les valeurs énergétiques des niveaux, hein, pour avoir une figure qui tient dans la diapositive. Mais si vous voulez, on a essayé de garder un petit peu une certaine relativité entre les niveaux d'énergie, hein, donc niveau K, L, M et N. Alors pour le K, vous avez un seul niveau, c'est la sous-couche S si vous voulez. Pour le L, on avait trouvé 3 niveaux. Pour la M, il y a 5 niveaux. Pour la N, il y a 7 niveaux, mais on a fait figurer que 3 niveaux. Parce qu'on ne va pas avoir une figure beaucoup plus grande, si vous voulez, pour que ça tienne dans la diapositive. Et aussi parce que par la suite, j'aurai besoin uniquement de ces niveaux N1, N2, N3 pour les transitions électroniques. Voilà, donc ça c'est le schéma du diagramme énergétique. Alors maintenant, si on fait la transition entre L3 et K, la transition est appelée alpha 1. La transition entre L2 et K, on l'appelle alpha 2. Ensuite, il y a 4 autres transitions qu'on considère. Donc, c'est les transitions bêta 1, bêta 2, 1, 2, 2 et bêta 3 qui sont entre les niveaux que vous avez là devant vous. Donc là, je vous fais remarquer que la bêta 1 et la bêta 2, 1 et la bêta 2, 2 sont entre les niveaux N2 et le niveau K, et le niveau N3 et le niveau K. C'est pour ça que je n'ai représenté que ces trois niveaux, si vous voulez, pour la couche N. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la série K. Donc je n'ai pas donné toutes les valeurs, toutes les transitions. Hein. Je me suis contenté de ces 6 transitions, juste à titre, comment dirais-je, titre d'information si vous voulez, donc à titre d'explication si vous voulez comment se font les transitions. Hein. Donc vous avez ensuite les transitions des niveaux M et N, si vous voulez, vers le niveau L. Donc vous avez la bêta 1, bêta 3 et bêta 4. Donc c'est entre les niveaux qui sont devant vous, là, dans la diapositive. Et la alpha 1 et la alpha 2 qui sont représentés ici, donc entre la M5 et M4 et le niveau L3. Alors ça c'est ce qu'on appelle la série L aussi. Elle n'est pas complète parce que je n'ai donné que quelques transitions à titre indicatif si vous voulez, à titre de démonstration si vous voulez. Mais il y a d'autres règles que j'ai omises. Il y a d'autres transitions que j'ai omises. Donc là, vous voyez comment se font les transitions. Donc là, je dois attirer votre attention sur le fait que la transition de forte énergie, donc la plus intense, c'est la transition alpha entre niveau L3, niveau L, c'est-à-dire et niveau K. Les bêta, c'est encore fort, mais moins fort que les alpha. Je peux dire faible par rapport aux alpha de la couche K, de la série K.
Pour la série L, vous avez aussi des transitions alpha et des transitions bêta, mais elles sont d'énergie faible, si vous voulez, d'intensité faible. Donc, généralement, on travaille en cristallographie avec la K alpha 1 et la K alpha 2. Alors maintenant, on va expliquer comment sont émis les rayons X lors des transitions électroniques. Donc vous avez un électron qui arrive, qui va frapper sur une cible faite d'un certain matériau. Donc les électrons vont expulser un électron de la couche K. Donc l'électron va sortir de cet atome, si vous voulez. Donc il va sortir, l'atome va être ionisé. Donc on dit que les électrons d'un faisceau électronique peuvent céder une partie de son énergie pour augmenter l'énergie potentielle d'un atome. Donc l'énergie potentielle de l'électron que j'ai envoyé ici à l'infini, donc elle a été augmentée par l'impact de l'électron sur l'électron du faisceau sur cet électron de l'atome. Donc on passe à un état excité et l'atome ne peut pas rester dans cet état excité, donc il a tendance à renvoyer, si vous voulez, donc plutôt à remplacer cet électron qui a été envoyé à l'infini. Alors, avant de parler de l'électron qui va remplacer cet électron-là, donc on dit que l'électron qui est éjecté, il aura une énergie cinétique qui est égale à E0 moins Wx, valeur absolue bien sûr Wx, parce que les valeurs négatives, les valeurs d'énergie sont négatives généralement. Donc le E0 c'est l'énergie initiale de l'électron et le Wx c'est l'énergie du niveau X, tel que ça a été donné dans le tableau de tout à l'heure. Donc c'est-à-dire les X c'est les niveaux K, L, M, N, etc. Donc là l'électron va venir, cette excitation, bien cet électron va être expulsé si l'énergie E0 est juste supérieure à Wx. Donc si elle est supérieure à Wx, c'est juste à côté si vous voulez, donc il va faire cette expulsion-là. Or l'électron qui est éjecté, on va l'appeler électron secondaire, parce que l'électron primaire c'est celui qui a frappé sur cet électron, et cet électron-là c'est un électron secondaire. Ensuite, si le rayonnement incident est de nature électromagnétique, le même phénomène peut être observé. Si le rayonnement incident, c'est-à-dire au lieu d'envoyer un rayonnement d'électrons, un faisceau d'électrons, on envoie un faisceau de rayons X par exemple. Donc là, le même phénomène va être produit. On observe donc qu'un électron sera éjecté. Et cet électron qui est éjecté, on va l'appeler maintenant photoélectron et non pas électron secondaire. Alors maintenant, je reviens à l'émission des rayons X. Donc après que l'électron a été éjecté, donc il va y avoir un autre électron qui va essayer de prendre sa place. Donc l'atome, pour revenir à son état stable, qu'est-ce qu'il va faire? Donc l'électron éjecté est remplacé par un électron d'une couche supérieure, par exemple une couche L1, par exemple, les deux électrons de la couche L1, il va y avoir un qui va revenir à la place de cet électron qui a été éjecté. Donc là, en fonction du niveau L1, L2 ou L3, en fonction de l'électron qui revient à la place de l'électron qui a été éjecté, donc on va voir soit une raie K alpha 1, K alpha 2 ou les bêta, les raies bêta 1, bêta 2, bêta 3 si vous voulez de la série K. Alors la transition de cet électron libère un photon dit primaire. Donc l'électron qui était sur la couche L a une énergie qui est supérieure à l'électron qui est sur la couche K. Donc quand il revient à la couche K, il se débarrasse de l'excès d'énergie sous forme de rayons X.
hein, donc sous forme d'un photon X qui est dit primaire, hein, parce que c'est le rayon X primaire, c'est les électrons qui vont venir frapper donc, pour éliminer l'électron de la couche K, donc l'envoyer à l'infini et exciter l'atome. L'atome revient à son état initial en faisant descendre un de ses électrons sur la couche K et en éliminant l'excès d'énergie sous forme de photon X. Ce photon X, il est dit primaire. Alors, lorsque le faisceau incident maintenant, c'est-à-dire à la place des électrons, si on fait cette excitation de l'atome par des rayons X, hein, produit d'une autre manière si vous voulez, alors là, l'électron qui est, bien le rayon X qui est émis après la descente de l'électron supérieur au niveau inférieur, ce rayonnement X est dit secondaire, parce que le primaire, c'est celui qui a excité l'atome. Dans ce cas, dans le cas où on utilise des rayons X pour produire des rayons X, ben on parle alors de fluorescence X, X-ray fluorescence.